Il pensait avoir épousé une orpheline docile, une femme invisible qu'il pourrait facilement soumettre, humilier et chasser pour épouser un amant plus riche. Il se trompait lourdement. Ce qu'il ignorait, c'est que la petite peste qu'il méprisait était en réalité l'héritière de la famille la plus puissante et la plus redoutable de France. Préparez-vous à découvrir une histoire de trahison impitoyable, de secrets de famille et de la vengeance la plus spectaculaire que la haute société ait jamais connue. Installez-vous confortablement, car la lionne est sur le point de rugir. Camille Laurent est connue dans la haute société parisienne sous le surnom de « la femme silencieuse ». Une femme timide, qui s'accrochait toujours timidement à la manche de son mari. Ce soir, elle n'était qu'une femme en larmes, à qui l'on avait barré l'accès au bal le plus grandiose de l'année au Petit Palais. Pendant ce temps, son mari, Maxime, faisait une apparition spectaculaire sous les flashs des appareils photo. Avec sa nouvelle conquête. Sa maîtresse Victoire, couverte de diamants qui aurait dû revenir de droit à Camille, la repérait dans la foule. Elle regardait les larmes de Camille, sa robe simple, son existence même avec la jouissance non dissimulée d'un bourreau. Toi, a sifflé Victoire, savourant ce moment d'exécution. Tu n'es rien. Mais les portes de la soirée de gala allaient bientôt s'ouvrir à nouveau. Et les personnes qui les franchiront ne seront pas de simples invités, ils seront les maîtres de ce bâtiment, et ils chercheront Camille. Leur appartement à la Défense n'a jamais été un foyer. C'était une déclaration d'ambition. Un penthouse en duplex de près de 1000 mètres carrés au 72e étage avec vue sur la capitale qui s'endort. Chaque surface était en marbre italien importé, froid. L'art sur les murs n'était pas choisi avec l'âme. Il était supervisé par un consultant spécialisé en investissement, qui ne sélectionnait que les artistes qui rapporteraient des bénéfices. C'était le monde de Maxime Laurent. Camille ne faisait qu'y vivre. Pour la haute société de Paris, elle était une curiosité étrange. Belle, mais d'une beauté. Aquarelle fragile. Silencieuse. Elle portait des vêtements simples et élégants. De marques comme Zoro ou Loro Piana, mais sans cette auto-présentation agressive propre à son entourage. Elle ne présidait pas de comité, elle était bénévole. Maxime, en revanche, était une supernova. Un prédateur en costume Tom Ford. Un requin du capital investissement. Ayant bâti sa réputation sur une arrogance purée. Impitoyable, beau, bruyant, incroyablement charmant. Quand il entrait dans une pièce, le centre de gravité se déplaçait. Camille, dans son orbite, n'était qu'une lune oubliée. Ils s'étaient rencontrés il y a 4 ans lors de l'ouverture d'une petite galerie. Elle s'était présentée comme une diplômée de la Sorbonne en histoire de l'art, une orpheline venue de Suisse à Paris avec un modeste héritage. Maxime avait été captivé par son innocence et son manque d'ambition. Elle était pour lui une toile vierge, un lieu d'atterrissage en douceur pour un homme dur. Il ne voyait en elle qu'un bel accessoire facile à gérer. Camille, elle, croyait qu'il était différent. Elle voulait être normale. Elle avait fui sa propre vie. Le poids étouffant de son nom de famille, pour voir si elle pouvait être aimée. Simplement en tant que Camille. L'amour de Maxime lui a semblé pendant un temps être cette reconnaissance dont elle avait soif. Aujourd'hui, cette reconnaissance s'était transformée en cage. Connaissez-vous ce sentiment, quand votre amour devient votre prison? Écrivez oui dans les commentaires si vous vous êtes déjà senti invisible pour un être cher. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir comment Camille va briser les barreaux de cette cage. Ce soir était la nuit la plus importante de leur monde. Le bal de l'héritage. Pour le public, une soirée caritative, mais pour l'élite, c'est le Colisée du pouvoir.
Obtenir une invitation est une chose. Être remarqué en est une autre. Camille se tenait dans son immense dressing caverneux. Ses doigts effleuraient le tissu de sa robe. Elle était charmante. De la soie vert. Émeraude profond. Elle avait économisé pour l'acheter sur ses fonds personnels, sur cette allocation généreuse que Maxime lui versait avec une tonne de conditions. Il ne l'a même pas regardée. « C'est ça que tu vas porter ?» a-t-il demandé le matin, sans quitter des yeux sa montre Patek Philippe. « Oui, tu disais que tu aimais le vert. » a-t-elle répondu d'une voix douce. « C'est correct, Camille, juste correct. Essaie de ne pas avoir l'air si déprimé. Ce soir, il y aura Victoire Duplessis. Sa famille fait partie de la vieille élite. Et j'ai besoin que mon nouveau fond ait l'air solide. Ne me fais pas honte devant elle. » Le nom de Victoire est resté suspendu en l'air, comme une vapeur toxique. Victoire était tout ce que Camille n'était pas. Bruyante, bronzée, chirurgicalement parfaite. Son compte Instagram était un monument à sa propre gloire. Ces 6 derniers mois, c'est ce nom que Camille voyait dans les courtes notifications sur le téléphone de Maxime. C'est à elle qu'étaient liés les dîners tardifs avec les clients et les week-ends de golf. Camille n'était pas une femme stupide, elle était silencieuse. C'est une énorme différence. Elle voyait les signes, rassemblait les faits et ressentait la mort lente et atroce de son mariage. Mais elle s'accrochait à l'espoir que l'homme dont elle était tombée amoureuse était toujours là. « Maxime » a-t-elle dit, et sa voix légèrement tremblé. « Pour ce soir, j'ai l'impression que nous n'avons pas été vraiment ensemble depuis longtemps. Peut-être pourrions-nous être comme avant. » Maxime l'a enfin regardé. Ses yeux couleur de ciel d'hiver étaient totalement dépourvus de chaleur. « Camille » a-t-il soupiré avec le son d'un homme accablé par un lourd fardeau. « Ce soir, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de ma carrière, de mon avenir. Peux-tu au moins pour une nuit jouer ton rôle? Souris. Sois mignonne et ne t'avise pas de parler d'histoire de l'art à quelqu'un d'important. » Mon Dieu. Il a réajusté son revers et est sorti, la laissant seule dans le mausolée blanc et froid de leur dressing. La robe émeraude lui parut soudain bon marché. Enfantine. Elle était une femme invisible, un fantôme dans sa propre vie à des millions d'euros. Et aujourd'hui, elle a commencé à pleurer bien avant la première coupe de champagne. Pensez-vous qu'il soit possible de cacher sa véritable identité par amour? Pendant 4 ans, en supportant un tel mépris. Donnez votre avis. La pluie a commencé à 16 heures. Une averse furieuse a transformé Paris en une aquarelle. Flou de lumière néon et d'acier gris. Camille était coiffée par un styliste qu'elle n'aimait pas. Un homme engagé par l'assistant de Maxime. Il soupirait constamment sur la finesse de ses cheveux, comme si c'était son défaut personnel. Maxime devait être à la maison à 17h15 pour qu'il s'habille et parte ensemble. À 17h15, elle était assise sur le canapé en soie blanche. Le maquillage terminé, la robe étalée. À 17h40, le téléphone a sonné. C'était l'assistant. Pas Maxime. Monsieur Laurent est retardé. Il vous retrouvera sur place. Votre voiture est en bas. Une boule froide a serré l'estomac de Camille. Il ne voulait même pas faire le trajet avec elle. C'était un nouveau niveau de froideur. Elle s'est levée, ajustant la soie de sa robe, quand la tablette personnelle de Maxime, oubliée en charge près du bar, s'est allumée.
Une notification de calendrier. Confirmation. De réservation. Le Ritz. 20h30 Victoire du Plessis. Champagne et dessert. Ce fut un coup de poing dans le ventre. Le Ritz. L'endroit où il l'avait emmené pour leur premier anniversaire. Mais ce fut pire. Une deuxième notification est apparue. Un email sur sa boîte personnelle. Objet, commande chez Cartier. Collier l'étoile de minuit confirmé. Le coursier le livrera à Madame Duplessis à l'hôtel à 18h. Assurez-vous qu'elle le portera. Avant le tapis rouge. Camille a eu le souffle coupé. L'étoile de minuit. Elle s'en souvenait. Un magnifique saphir en forme de goutte dans une constellation de diamants. Blanc. Elle l'avait un jour montré à Maxime dans un magazine. Que c'est beau, avait-elle murmuré. À l'époque, il y avait à peine jeté un coup d'œil. C'est vulgaire, Camille, trop provoquant pour les nouveaux riches. Nouveaux riches. L'insulte suprême dans son monde. Et maintenant, il l'avait acheté pour Victoire. Il ne faisait pas que la tromper, il la remplaçait. Il prenait ce qu'admirait Camille et le donnait à une autre. Le bruit de la porte qui s'ouvrait l'a fait sursauter. Maxime est entré précipitamment, déjà en smoking. Il était magnifique, dans un costume brionny impeccable. Il vérifiait ses boutons de manchette, sans regarder sa femme. « Tu n'es pas encore prête » a-t-il lancé brusquement. La voiture attend. Que faisais-tu? Camille n'a pas répondu. Elle a simplement levé sa tablette, où l'email brillait sur l'écran. Le visage de Maxime n'a pas tressailli. Ni culpabilité, ni panique. Il s'est durci. Il l'a regardé comme un employé incompétent. Maintenant tu m'espionnes. Sa voix est devenue dangereusement basse. Le collier, Maxime, a-t-elle murmuré, et les larmes ont finalement jailli de ses yeux. Tu avais dit qu'il était vulgaire. Tu l'as acheté pour elle. Maxime a poussé un petit rire sec et bref. Ce fut le son le plus cruel qu'elle ait jamais entendu. Oh, Camille, grandis un peu. Bien sûr que je l'ai acheté pour elle. Il lui va bien. Victoire, c'est le porteur. Elle a du charisme. Ce n'est pas une violette fanée. C'est ta maîtresse, à lâcher. Camille, et le mot était amer comme de la cendre. C'est ma partenaire, a-t-il corrigé. Elle est mon égale. Elle comprend mon monde. Elle ne pleurniche pas tout le temps. Et moi, alors, qui suis-je? Les larmes coulaient déjà à flot sur son visage, ruinant son maquillage. Qui suis-je, Maxime? Il a lentement bu une gorgée de whisky, l'a regardé, a regardé. La robe émeraude, son visage couvert de larmes. Toi, il a posé son verre sur le marbre avec un bruit sourd. Toi, un fardeau. Tu étais une gentille petite fille. Naïve venue de nulle part. Je t'ai tout donné, cet appartement, un nom, une vie dont tu n'osais même pas rêver. Et tu ne fais que te plaindre. Et t'accrocher à moi. J'en ai assez. Camille, j'y mets fin. Tu mets fin à ça maintenant, juste avant le bal. Juste. Maintenant. Et tu ne vas pas au bal. Tu ne peux pas, regarde-toi, un masque de mascara coulé. Tu vas me faire honte. Mais mon billet, a-t-elle murmuré avec horreur, il est à mon nom. Maxime s'est approché de la table où se trouvait l'invitation dans une boîte gravée. Il a pris son billet Camille Laurent et l'a déchiré en deux. Les morceaux sont tombés à ses pieds.
Tu n'es rien sans moi, Camille. Juste une triste orpheline que j'ai ramassée. Je dois y aller. Victoire m'attend. Assure-toi de ne plus être là à mon retour. Mon avocat t'enverra le règlement. Il sera adéquat. Il a boutonné sa veste, ajusté son nœud papillon et est sorti. Le clic de la serrure a résonné dans l'appartement vide. Camille s'est effondrée sur le sol. Sa robe émeraude s'est froissée autour d'elle. Elle n'était plus une femme invisible. Elle était une femme jetée, une femme en larmes. Et elle était absolument, totalement seule. Mettez un j'aime si vous pensez que Maxime est un monstre impitoyable. Écrivez dans les commentaires s'il mérite le pardon. Pendant 1 heure entière, Camille n'a pas bougé. Les bruits de la ville derrière le triple vitrage étaient étouffés. Le seul son dans l'appartement était ses propres sanglots rauques. Elle avait été stupide. Elle avait si bien joué le rôle de la fille simple qu'elle y avait cru elle-même. Elle avait fui le pouvoir, les obligations, le poids de son vrai nom de famille, en croyant trouver quelque chose de pur. Maxime ne l'aimait pas. Il aimait sa vulnérabilité, il aimait le fait qu'elle soit docile. Dès qu'un accessoire plus brillant est apparu, Victoire, avec ses relations, il l'a jeté. Les larmes ont commencé à se calmer. La douleur brûlante a commencé à refroidir, se transformant en quelque chose de lourd, de froid, en fureur. Elle a regardé les morceaux de billets, a regardé son reflet. Mascara coulé, yeux rouges. C'était la femme que voyait Maxime. La femme dont se moquait Victoire. Non, a-t-elle murmuré d'une voix enrouée. Elle s'est levée. Ses genoux ont craqué. Elle n'est pas allée dans la chambre, mais vers le coffre-fort caché derrière un tableau minimaliste. Entrez le code à 24 chiffres. Ce n'étaient pas des dates de naissance, c'étaient les coordonnées d'un coffre bancaire à Genève. Le coffre s'est ouvert. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent liquide. Seulement un téléphone satellite noir mat. Un appareil qui ne fonctionne pas sur les réseaux ordinaires et ne peut être tracé. Elle l'a pris. Sa main était parfaitement ferme. Elle a composé le numéro de mémoire indicatif de Genève. 2 sonneries. Un homme a répondu. Une voix sèche, précise, avec un accent à peine perceptible. Oui, Raphaël, a dit Camille. Sa voix n'était plus un murmure. C'était le ton clair, froid et autoritaire de Camille de Chaligny. Un silence s'est installé à l'autre bout. Puis la voix s'est adoucie. Juste un peu. Camille, cela fait 182 jours. Je suppose que ce n'est pas un appel de courtoisie. Raphaël de Chaligny, son frère, le nettoyeur de la famille, l'homme qui gérait le visage public de leur empire, pendant que leur père contrôlait les ombres. Il a rompu le contrat, Raphaël. Le contrat de mariage. Tout. La clause de fidélité. La clause d'humiliation publique. Il en a choisi une autre. Raphaël a soupiré. Ce n'était pas un soupir de tristesse. C'était le soupir d'agacement d'un jardinier qui a trouvé une mauvaise herbe. Ton expérience, Camille. Une vie normale. Je suppose que c'est terminé. Terminé. Et qu'a fait ce mari, ce Maxime Laurent? Père voudra des détails. Il emmène sa maîtresse au bal de l'héritage ce soir. Il a déchiré mon billet, m'a traité de fardeau. Il me met à la porte de l'appartement en ce moment même. La ligne est restée silencieuse. Il a déchiré ton billet, a demandé Raphaël, comme s'il vérifiait un fait absurde.
Amusant. Il n'a donc pas découvert qui tu étais en 4 ans. Il pense que tu es une orpheline de Genève. Charmant. Et la maîtresse fait partie de ces Duplessis qui possèdent de l'immobilier à Paris. Oui. C'est triste pour eux. Leur plus grand créancier est le groupe Égide, qui nous appartient, a terminé. Camille. Exactement. Alors, quel est le plan, ma petite? On l'écrase tout simplement, on gèle ses actifs, on lance un audit. Je peux déposer un dossier d'Interpol sur son bureau. Demain à 9 h. Il est prêt depuis le premier jour de votre mariage. Camilla. Regardez son visage épuisé dans le miroir. Elle s'est souvenue de Victoire avec son collier. Elle s'est souvenue de Maxime, la qualifiant de rien. Non, a dit Camille, pas demain, aujourd'hui. Il est au bal. Il se présente comme une nouvelle force avec sa nouvelle femme. Il veut être sous les projecteurs. Oh. Un sourire s'est entendu dans la voix de Raphaël. Une leçon publique. Père va adorer. Il aime l'opéra. J'ai besoin que tu sois là, Raphaël. J'ai besoin d'un déploiement total. Il m'a traité de rien, a dit que je n'avais pas de nom. J'ai besoin qu'il comprenne comment sonne mon nom. C'est une requête sérieuse. Camille. Nous sommes à Genève. Le bal est déjà en cours. Tu as un jet Gulfstream. Sur l'aérodrome. C'est rapide. Décolle. Tu arriveras à temps pour le dénouement. Et papa. Père viendra, a tranché Raphaël. Dis-lui que Maxime Laurent a porté atteinte à un actif des de Chaligny. Il m'a insulté. Il a déchiré mon billet. Père comprendra. C'est un acte d'agression. C'est noté. Nous nous mettons en route. Et toi? Tu es coincé. Tu es la femme en larmes. Je suis déjà en route pour le bal. Avec ton billet. Camille a souri d'un sourire froid et fin qui n'a pas atteint ses yeux. Il a déchiré l'invitation de Camille Laurent. Il semble avoir oublié que le nom complet de la soirée est le bal de l'héritage de Chaligny. La nouvelle aile du musée porte le nom de notre famille. Mon nom est littéralement gravé sur le mur du hall. Je n'ai pas besoin de billets, je suis la maîtresse des lieux. Magnifique, petite sœur. Maintenant va, arrange ton visage. Et cette robe émeraude. Brûle-la. Tu en as besoin d'une nouvelle. C'est déjà réglé. Le colis plan B a été livré au Ritz il y a 2 heures. Chambre 2801. La clé est à ton nom. Ton vrai nom. Il t'attendait. Le Ritz. C'est là que Maxime emmène Victoire après le bal. Je sais, a dit Raphaël. Poétique, n'est-ce pas? Il est temps de cesser d'être Camille Laurent. Il est temps de redevenir Camille de Chaligny. Et les deux. Chaligny en colère, c'est un plaisir très coûteux. Camille est allée dans la salle de bain, s'est lavé le maquillage ruiné, a détaché ses cheveux. Elle avait fini de pleurer. Le rideau se levait. Que feriez-vous si la famille la plus puissante du monde se tenait derrière vous après une telle humiliation? Les marches du Petit Palais étaient une zone de guerre, flash d'appareils photo, cris de paparazzi. Critiques de mode dans des tenues avant-gardistes. C'était le point d'intersection de tous les flux de pouvoir. Hollywood, la technologie, la politique et, surtout, l'ancien et le nouvel argent. Une Bentley noire s'est arrêtée. La porte s'est ouverte et une chaussure vernie a touché l'asphalte mouillé. Maxime Laurent est sorti, ayant l'air du roi qu'il rêvait d'être.
Il a souri de manière éblouissante et a tendu la main. Victoire est sortie. Elle était une vision, dans une robe Dior qui tenait plus de la sculpture que du vêtement. Elle criait, « Regardez-moi !» Et sur son cou, sous les flashs, brillait le collier. L'étoile de minuit. L'énorme saphir reposait parfaitement dans le creux de son cou. Elle triomphait. Maxime Laurent, Victoire Duplessis, criaient les photographes. Madame Duplessis est une amie proche et une partenaire d'affaires, a annoncé Maxime à un journaliste. Et où est votre femme, Maxime, a crié quelqu'un de la chronique mondaine. Maxime n'a même pas tressailli. Ma femme Camille ne se sent pas bien aujourd'hui. Elle vous présente ses excuses. Victoire s'est approchée du micro. Camille est simplement très sensible. La pression de tels événements est trop forte. Nous voulons juste qu'elle se repose. Ils formaient le couple idéal. Le financier impitoyable et l'héritière de la vieille élite. À l'intérieur, les rumeurs volaient déjà à la vitesse de l'éclair. Il l'a vraiment fait, murmurait une mondaine à une autre. Il a largué Camille et l'a amené. Franchement, c'est une amélioration. Camille était ennuyeuse. Victoire. C'est au moins comment jouer à ce jeu. Maxime et Victoire ont traversé la salle. Victoire tenait audience. Oh, c'est une babiole, riait-elle en touchant le collier. Maxime a insisté, il a dit qu'il criait littéralement mon nom. Elle a remarqué. Manon, l'amie de Camille. Manon, ma chère, as-tu eu des nouvelles de Camille? Je m'inquiète tellement pour elle. Maxime a dit qu'elle avait fait une dépression nerveuse. C'est si triste. Camille est une bonne personne, Victoire, a lâché Manon entre ses dents. Oh, je sais, la meilleure des personnes. Victoire a bu une gorgée de champagne. Mais, soyons honnêtes, elle n'a jamais été faite pour ça. Une petite souris grise. Et Maxime? Eh bien, Maxime est un lion. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un lion vive éternellement dans un trou de souris. C'est simplement la nature. Elle a ri d'un rire cristallin et est retournée dans son cercle d'admirateurs. Elle était intouchable. Elle avait l'homme, elle avait le collier. Et les projecteurs étaient braqués sur elle. Maxime, en la regardant, ressentit une bouffée de fierté. Il avait fait le bon choix. L'avenir lui appartenait. Et c'est alors que Camille est apparue. Elle n'a pas utilisé l'entrée principale. Elle n'a pas marché sur le tapis rouge. Elle a utilisé l'entrée privée des administrateurs, qui menait directement à l'aile des conservateurs. Les gardiens, voyant son nom sur la liste, niveau 1 de Chaligny-Camille, se sont simplement inclinés et ont ouvert les lourdes portes de bronze. À l'hôtel, elle s'était changée. Ce que Raphaël avait envoyé n'était pas une robe. C'était une œuvre d'art. Schiaparelli, un velours noir si sombre qu'il absorbait la lumière, strict, avec un col haut et des manches longues, mais sûr. La poitrine dominait un cœur doré massif transpercé par un poignard. Le mot de son frère disait, ils veulent des empires d'or. Donne-leur un cœur d'or, et qu'ils saignent. Le maquillage était impeccable. Yeux sombres, lèvres couleur de sang, cheveux tirés en arrière. Elle ne ressemblait plus à une souris. Elle avait l'air d'un général. Elle est entrée dans la salle principale. Sans s'arrêter, sans chercher personne, elle s'est dirigée vers le bar. Ses talons produisaient des cliquetis nets et sonores sur la pierre. La musique ne s'est pas arrêtée, mais des dizaines de conversations se sont tues.
Qui est-ce? C'est Camille Laurent. Mon Dieu, cette robe, c'est Schiaparelli. Maxime l'a vu le premier. Son verre s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Son sang s'est glacé dans ses veines. Ce n'était pas le fait qu'elle soit là, mais l'allure qu'elle avait. La violette fanée avait disparu. À sa place se trouvait une créature d'une prestance impossible et effrayante. Victoire l'a vue un instant plus tard. Son triomphe s'est instantanément transformé en une fureur acide. Comment a-t-elle osé? Comment cette pleurnicheuse pathétique ose-t-elle se montrer ici dans une telle tenue? Excusez-moi, mes chers, a lancé Victoire à son groupe. Il semble que la souris se soit perdue. Je vais aller désinfecter tout ça. Elle a pris une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur et s'est dirigée à travers la salle. Maxime, paralysé, essayait de dire « Victoire, non ». Mais les mots ne sortaient pas. « Camille, ma chère ». Victoire s'est approchée tout près, l'a examinée de la tête aux pieds. Ses yeux se sont attardés une seconde sur le souvenir de la robe émeraude. Non, c'était une autre robe. Ce collier. Il est mignon, il fait trop d'efforts, mais il te va bien. Camille s'est retournée lentement. Victoire. Sa voix était un contralto bas et froid. Ton collier est charmant. Il fait un peu nouveau riche, mais il te correspond. Le visage de Victoire s'est déformé. C'était la citation de Maxime. Tu as beaucoup d'audace, a sifflé Victoire. Maxime a dit que tu avais eu un épisode. Tu aurais dû rester à la maison. Tu as l'air squelettique. Et cette robe, c'est du vintage de friperie. C'est du Schiaparelli, a simplement répondu Camille. Tu dois partir, a exigé Victoire. Tu te fais honte. Tu fais honte à Maxime. Vraiment. Camille a bu une gorgée d'eau. Victoire tremblait de colère. Son moment de gloire se transformait en poussière. Tu n'es personne, a crié Victoire, et sa voix s'est brisée. Une orpheline pathétique sans un sou qui l'a sauvée par pitié. Il en a fini avec toi, il est avec moi, il m'aime. Et dans un élan de méchanceté infantile, Victoire a fait semblant de trébucher, renversant toute sa coupe de champagne directement sur la poitrine de Camille. Un hoquet collectif a parcouru la salle. Le champagne a frappé le velours noir et le cœur d'or, coulant sur le sol. Victoire a souri de son masque de fausse compassion. Oh mon Dieu, que je suis maladroite. Regarde ça. Tout sur toi. Pauvre créature. Elle attendait des larmes. Elle s'attendait à ce que Camille s'enfuit. Camille n'a pas bougé. Elle a lentement regardé en bas les gouttes qui coulaient du poignard d'or sur sa poitrine. Puis elle a de nouveau regardé Victoire. Elle n'était pas en colère, elle s'ennuyait. C'était une erreur, Victoire, a dit Camille dans le silence qui s'était installé. Vraiment, a ricané l'autre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer. Tu n'as pas d'argent, pas de nom, pas de mari. Tu es fini. Non. Camille a posé son verre. C'est toi qui es fini. Comme sur un signal, les immenses portes de 6 mètres de la salle principale, fermée depuis 1 heure, se sont grandes ouvertes. La musique s'est arrêtée, les bavardages se sont tus, tout le monde s'est tourné vers l'entrée. Une arrivée aussi tardive n'était pas seulement inhabituelle. Elle était impossible. Les portes se fermaient à 20h30, point final. L'hôtesse du bal, la redoutable Madame Éléonore de Rostand, était connue pour mettre à la porte des
Milliardaire pour 5 minutes de retard. Mais les portes étaient ouvertes. Dans l'encadrement, se détachant sur la lumière vive du hall, se tenaient 3 hommes. L'homme au centre était plus âgé, approchant les 70 ans, avec une épaisse crinière de cheveux argentés. Il n'était pas grand, mais il occupait l'espace comme s'il le possédait. Il portait un costume sur mesure parfait. Il émanait de lui une autorité d'une telle force qu'elle semblait physique. À sa droite se tenait un jeune homme, d'une beauté dure et dangereuse, grand, brun. Ses yeux, de la même couleur que ceux de Camille, balayaient la pièce avec le regard d'un prédateur. C'était Raphaël. À gauche, un autre homme à la carrure massive, le chef de la sécurité, dont les hommes se déployaient déjà dans la salle. La salle a plongé dans un silence absolu. Les gens ne faisaient pas que savoir qui c'était, ils le ressentaient. Ce n'étaient pas des célébrités, ce n'était pas de nouveaux riches, c'était le pouvoir. Mon Dieu, a murmuré un gestionnaire de fonds spéculatifs. C'est Henri de Chaligny. Qui, a demandé sa compagne. Henri de Chaligny, a-t-il chuchoté en pâlissant. Il ne va pas dans les soirées, il achète les entreprises qui organisent ces soirées. Il possède des mines, des banques, des voies de communication. C'est l'ancien monde. Madame Éléonore de Rostand a littéralement couru vers eux. Son visage était un masque de terreur respectueuse. Monsieur de Chaligny, nous ne savions pas, c'est un tel honneur. Henri de Chaligny ne l'a pas regardé. Il n'a regardé personne. Ses yeux ont balayé la salle, ont trouvé leur cible, et il a commencé à avancer. Raphaël et la sécurité l'ont suivi. La foule s'écartait. C'était comme voir un requin se déplacer à travers un banc de petits poissons. Ils sont passés devant des multimillionnaires, des stars de cinéma, des politiciens. Maxime Laurent s'est figé. Son cerveau travaillait fiévreusement. De Chaligny. De Chaligny. D'où est-ce que je connais ce nom? Victoire était confuse. Qui est ce vieillard? Pourquoi la musique s'est-elle arrêtée? Henri de Chaligny s'est arrêté juste devant Camille, à regarder le champagne qui coulait de sa robe. Son visage, jusque-là neutre, s'est tendu de dégoût. Il l'a regardé dans les yeux. Camille. Ma fille, a-t-il dit. Sa voix, un grondement bas, a résonné dans toute la salle. Il a sorti un mouchoir en soie et a essuyé doucement, presque avec révérence, une goutte de champagne sur son menton. Tu es en retard, a-t-il dit. Camille a souri d'un vrai sourire légèrement tremblant. J'ai été retenu. Papa. Ce mot a explosé dans le silence de la salle comme un coup de canon. Le corps de Maxime Laurent s'est glacé. Il se souvenait enfin. Les de Chaligny. Le groupe Égide. La famille la plus secrète, la plus riche et la plus puissante du pays. Une famille à côté de laquelle le vieil argent des Duplessis ressemblait à des gagnants de loterie en province. Et Camille, sa Camille. L'épouse timide et soumise, l'orpheline. La mâchoire de Victoire s'est décrochée. Son visage, triomphant il y a une minute, est devenu blanc comme la craie. Elle a regardé Maxime, Camille, puis Henri de Chaligny. Raphaël a fait un pas en avant. Dans ses mains, il tenait une cape en cachemire immaculée. Il l'a jetée sur les épaules de sa sœur, cachant la tache. Il l'a embrassée sur le front. Tu aurais dû appeler plus tôt, ma petite, a-t-il murmuré. Je déteste cette ville. Puis il a posé ses yeux froids et sombres sur le couple figé. Victoire Duplessis, a dit Raphaël d'un ton léger,
presque mondain. Un collier. Quartier très charmant, n'est-ce pas? L'étoile de minuit. Mon père l'a commandé l'année dernière comme cadeau pour le 25e anniversaire de ma sœur. La main de Victoire a volé à sa gorge. Elle a regardé Maxime avec des yeux pleins de pure terreur. Maxime, a-t-elle gémi. Qu'est-ce que c'est que ça? Maxime ne pouvait pas parler. Il suffoquait. Ah. Raphaël s'est enfin tourné vers lui. Monsieur Laurent, ma sœur a mentionné que vous n'aviez pas été très aimable. Qu'est-ce que c'est selon vous, la justice poétique suprême ou la puissance effrayante de la famille de Chaligny? Écrivez dans les commentaires. Le silence au Petit Palais était physiquement lourd. Le seul son était le faible bip des smartphones qui filmaient la scène, et le sanglot hystérique de Victoire. Maxime Laurent était un homme qui calculait le monde en vecteur de risque et d'opportunité. Son cerveau, formé à l'arbitrage à haute fréquence, tournait maintenant à 1 milliard de tours par seconde. Essayant de trouver une échappatoire dans cet effondrement catastrophique du marché de sa vie. De Chaligny. Camille de Chaligny. Le nom battait dans son crâne, se heurtant à 4 ans de souvenirs. Camille dans la bibliothèque. Camille parlant au téléphone dans un dialecte suisse-allemand à voix basse. Camille refusant d'acheter un diamant de 30 carats parce que c'était inapproprié. Il appelait ça de la modestie. C'était de l'ennui. Il l'avait appelé personne. Elle était, et il le comprenait maintenant avec une horreur nauséabonde. Quelqu'un. Elle n'était pas seulement sur la liste, elle était la liste. Mais Maxime Laurent était un négociateur, un maître des affaires. Il s'en sortait. Toujours indemne, des enquêtes fiscales, des OPA hostiles et de 2 divorces. Il a décidé que c'était juste un malentendu. Une querelle de famille. Il pouvait arranger ça. Il fallait juste reprendre le contrôle du récit. Il a fait un pas en avant, arborant un sourire forcé. Henri, monsieur de Chaligny, monsieur. Sa voix n'a que légèrement tremblé. Raphaël, quel honneur. Je me sens complètement idiot. Il a ri d'un son fin et sec. Ma femme Camille, chérie, tu as toujours aimé tes petits secrets. 4 ans de ce test. Il s'est tourné vers Henri, essayant de construire un pont de compréhension masculine. Un test, n'est-ce pas, monsieur? Pour vérifier si je l'aimais pour elle-même, et non pour, eh bien, pour tout ça. Pour voir si j'étais digne du nom de Chaligny. Il s'est frappé la poitrine. Et bien, j'espère que j'ai réussi l'examen. Je l'aimais comme Camille, une fille simple. Je lui ai donné tout ce que je pouvais. La salle retenait son souffle. Henri de Chaligny n'a pas souri. Raphaël l'a regardé comme un insecte. Sous verre, a répondu Camille. Sa voix était platée. Froide. Tu as échoué, Maxime. Cette phrase simple l'a frappé comme un coup physique. Nous ne sommes pas ici pour des tests, monsieur Laurent, a déclaré Henri. Sa voix n'était pas forte, mais elle contenait une telle vibration que l'air semblait épais. Nous sommes ici à cause d'une rupture de contrat. Le cerveau de Maxime s'est accroché au mot contrat. Oui, bien sûr, le contrat de mariage. Il s'est vite réadapté. Il est un homme d'affaires. Il peut parler affaires. Monsieur, je vous assure que j'ai été plus que généreux. Camille sera à l'abri du besoin. Selon les normes les plus élevées. Je n'avais même pas l'intention de le contester. Il ne s'agit pas du contrat de mariage, Maxime l'a interrompu.
Raphaël en faisant un pas en avant. Son ton était presque ennuyé. Il s'agit du contrat que notre family office a rédigé et que tu as signé, c'était juste une formalité, la norme. Il n'y a rien de standard dans les affaires des de Chaligny. Tu as signé nos documents pendant 4 ans et tu n'en as lu aucun. N'est-ce pas? Tu étais trop présomptueux. Tu as signé le bail de ce Pantouse, qui appartient au groupe de Chaligny. Tu as signé les accords bancaires pour le trust de Camille. Un trust que tu as essayé de vider. Tu as même signé l'accord d'accès à ce musée aujourd'hui sous la clause conjointe de l'administrateur de niveau 1. Tu ne lis tout simplement pas les petits caractères. Le visage de Maxime est devenu cendré. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Laisse-moi être clair. Raphaël a sorti un lourd dossier relié en cuir avec un griffon doré. Il ne l'a pas tendu, il l'a jeté. Le dossier est tombé aux pieds de Maxime avec un bruit lourd qui a fait tressaillir les premiers rangs. C'est, a dit Raphaël, l'œuvre de toute ta vie. Plus précisément, la fraude de toute ta vie. C'est de la diffamation, a crié Maxime en panique. Mon fonds est l'un des meilleurs du secteur. Mes comptes sont propres. C'est arbitraire. Ton fonds, Raphaël semblait lire sur un écran invisible. C'est le château de cartes Laurent Capital. Tu as annoncé aux investisseurs une rentabilité de cent 82%. Un chiffre impressionnant. Un chiffre inventé. Raphaël tournait lentement autour du couple figé. En réalité, tu es en perte de 41%. Tu as fait un pari désastreux sur des contrats à terme. Biotechnologiques synthétiques. Ça t'a explosé au visage, et tu as couvert les pertes tout ce temps. Mensonge. Mes comptes sont audités. Audités par le cabinet valide, l'étalon hors de l'industrie. Maxime criait. Son visage était rouge. Raphaël s'est arrêté et a souri. Du sourire d'un requin qui sent le sang. Le cabinet valide. Oui, une excellente firme au Luxembourg, très discrète. L'étalon hors de l'industrie. Mon père l'a fondée en 1977. Nous la possédons depuis 39 ans. Les genoux de Maxime se sont dérobés. Il a cherché de l'air. Nous l'avons créée spécialement pour attraper des gens cupides et présomptueux comme toi, a continué Raphaël en baissant la voix. Des gens qui épousent des membres de famille qu'ils ne comprennent pas. Des gens qui se croient les plus intelligents de la pièce. Tu n'as pas été audité pendant 4 ans, Maxime. On t'a observé. Nous avons l'enregistrement de chaque transaction, de chaque faux document, de chaque virement nocturne. Raphaël a incliné la tête. Et voici où ça devient vraiment pitoyable. Il fallait que tu combles ton déficit de trésorerie. Tu avais besoin de liquidité, et tu as commencé à voler dans. D'où, à ton avis? Il a regardé sa sœur. La fondation caritative de Camille Laurent. Un trust pour les orphelinats d'Europe de l'Est. Tu as volé des orphelins, Maxime, pour payer ton nouveau Pantouse et acheter des babioles à ta maîtresse. Le hoquet de la foule ressemblait à un rugissement. Ce n'était pas seulement de l'infidélité, c'était un niveau de monstruosité impardonnable même dans ce monde cynique. Victoire, qui était dans un état de paralysie, a finalement craqué. Elle a repoussé Maxime de ses mains comme s'il était pestiféré. Maxime, de quoi parle-t-il? Dis-leur que c'est un mensonge. Je n'avais rien à voir avec ça. Elle s'est tournée vers Camille. C'était sa dernière carte de femme à
femme. La miséricorde. Camille, s'il te plaît, a-t-elle gémi. Je ne savais pas. Je le jure. Il m'a trompé, il a dit que tu n'étais personne. Un cas d'œuvre de charité. Il ne t'a pas trompé, Victoire. La voix de Camille a tranché les sanglots de l'autre femme. Il a juste trouvé quelqu'un d'aussi vide que lui. Tu te fichais de savoir qui j'étais. Tu aimais t'affirmer à mes dépens. Tu aimais te moquer d'une femme en larmes. Ça te procurait du plaisir. Victoire a reculé, et dans ce silence, Henri de Chaligny a pris la parole. Son regard glacial s'est posé pour la première fois directement sur elle. Elle a tressailli comme s'il l'avait frappée. Victoire Duplessis. Oui, oui, monsieur de Chaligny, a-t-elle murmuré en tremblant. Votre père, Gérard Duplessis, est un homme fier, il se prend pour un titan de l'immobilier. Henri a fait un pas vers elle. Mais un titan avec un effet de levier de 90% n'est pas un titan. C'est juste un homme dans un grand immeuble qui attend un vent fort. Le visage de Victoire est devenu d'une blancheur fantomatique. Le plus grand créancier de votre père, a continué Henri. Sur tous ses projets clés. La tour à Lyon. L'expansion sur la Côte d'Azur. Tout cela est financé par le groupe Egida. Genève. Il a fait une pause. Je suis le groupe Égide. C'est une filiale des comptes privés de ma famille. Henri a regardé sa montre Patek Philippe. Un objet simple qui valait plus que tous les biens des Duplessis. J'ai passé un appel depuis la voiture en venant. Ici, je trouve les humiliations publiques de mauvais goût, surtout si elles visent ma famille. Depuis 22 heures, le groupe Égide exige le paiement de tous les billets à ordre de votre père. 800 millions d'obligations, une ligne de crédit renouvelable de 3 cents. Tout. L'échéance est fixée à demain matin à 9 heures. Ce qui est arrivé. Il y a environ 42 minutes. Votre père reçoit déjà des appels. D'ici le matin, votre famille sera en faillite. Victoire a émis un son qui n'était pas un cri. C'était le hurlement animal et sourd de la perte de tout. Elle s'est effondrée à genoux. Sa robe Dior s'est froissée autour d'elle comme une flaque de sang. Non, non. Mon père, il n'y survivra pas. Nous ne serons plus personne. Oui, a dit Henri. Et cela a sonné comme une condamnation. Vous avez utilisé ce mot aujourd'hui, il me semble. Personne. Maintenant, vous aurez toute une vie pour en étudier la véritable signification. C'est lui, a crié Victoire. En pointant Maxime du doigt. C'est tout lui. Je ne savais pas. Ses mains ont volé à sa gorge, vers l'étoile de minuit. Ses doigts essayaient frénétiquement de défaire le fermoir. Elle ne pouvait pas. Avec un cri sauvage, elle a simplement arraché le collier de son cou. La chaîne a cédé. Elle a rampé en avant sur les genoux, le tendant. Et sa main tremblait tellement que le saphir vibrait. Prenez-le, s'il vous plaît, je n'en veux pas. Reprenez-le, c'est de sa faute. Le collier, ce geste romantique grandiose de Maxime, n'était plus qu'une offrande de terreur. Raphaël a regardé le bijou avec dégoût. Ma sœur ne veut plus de cela, a-t-il dit avec mépris. Il est vulgaire. Il est profané, comme le nom de votre famille. Il s'est tourné vers Maxime. Celui-ci était écrasé. Il était assis par terre, un tas de brionis gâchés, fixant le dossier en cuir, sa maîtresse en sanglots, le collier jeté. Il était une bête traquée, et comme
Toute bête, il a eu recours à la violence. Toi, a-t-il grondé en pointant un doigt tremblant vers Camille. Garce. Tu m'as espionné pendant 4 ans. Tu as manigancé ça. Je t'aimais, Maxime, a dit Camille. Sa voix a finalement tremblé, non pas de tristesse, mais d'une fureur froidée. Juste. Je t'ai donné la seule chose de vrai que j'avais. Je t'ai donné Camille. Celle qui n'avait ni nom ni argent. Je t'ai ouvert mon âme, et tu l'as piétinée. Tu m'as traité de fardeau. Tu m'as détruite dans notre propre maison. Ce n'est pas de la justice, a-t-il craché en se levant avec difficulté. C'est un massacre. Vous utilisez le pouvoir de votre père pour, c'est illégal. Oh. Maxime, a soupiré Raphaël. Le massacre n'a même pas encore commencé. C'est un travail pour les avocats. Ils vont ronger les os de ta vie pendant les 10 prochaines années. Pour l'instant, c'est juste une arrestation. Maxime a ri de façon hystérique. Une arrestation. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Pourquoi? Pour adultère, pour de mauvais investissements, pour fraude électronique, pour détournement de fonds, pour complot et de multiples violations de la loi sur le crime organisé. Raphaël a compté sur ses doigts. Tu n'as pas fait que déplacer de l'argent, Maxime. Tu as dirigé une entreprise criminelle en utilisant le trust de ma sœur comme garantie. Et le procureur est un vieil ami de mon père. Il était à mon baptême. Il nous doit une faveur. Raphaël n'a pas claqué des doigts, il a simplement hoché la tête. La foule s'est de nouveau écartée. Les hommes qui sont entrés cette fois-ci ne portaient pas de smoking, ils portaient des costumes de fonction. Froissés. Ils avaient l'air étrangers au milieu des diamants et de la soie, mais absolument sur deux. Inspecteur Moreau, inspecteur Lefebvre, direction centrale de la police judiciaire, brigade financière, a déclaré le plus âgé. Il est passé devant les deux Chaligny comme devant des meubles. Ses yeux étaient fixés sur sa cible. Le monde de Maxime, qui s'effondrait au ralenti, venait tout simplement de cesser d'exister. Non, vous ne pouvez pas. Les agents se sont jetés sur lui. Ils étaient professionnels. Ils lui ont saisi les bras, l'ont retourné et l'ont plaqué face contre une colonne antique. Le clic des menottes fut le son le plus fort que Camille ait jamais entendu. Maxime Laurent, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. La voix de l'agent s'est transformée en un bourdonnement régulier. C'est alors seulement, les mains dans le dos, que Maxime a pleinement pris conscience de son sort. Toute sa bravade s'était évaporée, révélant un petit garçon pathétique et effrayé. Il s'est tourné vers Camille avec un masque de supplication paniquée. Camille, Camille, s'il te plaît, ne les laisse pas faire. Ça, c'était une erreur. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Elle ne signifiait rien. Ce n'était que les affaires. Dis-leur, je ferai n'importe quoi. Camille. Il pleurait de grosses larmes. L'aide de perte. Les agents l'ont traîné vers la sortie. Ses chaussures coûteuses frottaient sur la pierre ancienne. Toute la salle regardait. Camille a regardé cet homme, cette créature qui hurlait son nom. Elle s'est souvenue de ces mots. Tu n'es rien sans moi, une triste orpheline que j'ai ramassée. Assure-toi de ne plus être là à mon retour. Elle a fait 2 pas en avant. Les agents se sont arrêtés, montrant du respect à la femme qui était à cet instant le centre absolu du pouvoir. Elle s'est penchée à son
oreille pour qu'il soit le seul à entendre son murmure. Tu as dit que je n'étais rien sans toi, Maxime. Tu as dit que je ne devais plus être là quand tu reviendrais. Elle s'est redressée, et sa voix a de nouveau résonné clairement. Tu avais raison sur un point. Tu n'aurais pas dû revenir. Non, a-t-il crié. Le son d'une fierté anéantie. Il a été traîné hors de la salle, hors du musée et hors de sa vie pour toujours. La salle offrait l'image de ruine. Maxime avait disparu. Victoire était une boule en sanglots sur le sol, ignorée de tous. Le collier l'étoile de minuit traînait à quelques mètres. Un morceau d'ordure brillant. Henri de Chaligny a balayé les invités du regard. Ses yeux étaient glacials. Madame Éléonore de Rostand, a-t-il appelé. L'hôtesse du bal s'est précipitée en avant. Oui. Monsieur de Chaligny. Le divertissement est terminé. Remettez la musique et ordonnez à quelqu'un de nettoyer ça. Il a fait un geste désinvolte vers Victoire. Ma fille et moi avons soif. Il a offert son bras à Camille. Raphaël s'est placé de l'autre côté. L'orchestre a commencé timidement à jouer un concerto pour violon. Ma fille, a dit doucement Henri, ta première action en tant que directrice de notre fondation en France sera de choisir une nouvelle aile pour le mécénat. Cet endroit, il a regardé la salle, commence à me sembler trop vulgaire. Camille a regardé son père, puis son frère. La femme en larmes avait disparu. La femme invisible avait sombré dans le néant. J'aimerais beaucoup cela, papa. Et les trois de Chaligny, tournant le dos à la catastrophe, se sont enfoncés dans les profondeurs de la fête non plus en tant qu'invités, mais en tant que maîtres de la nuit. Point les murmures qui les accompagnaient n'étaient plus pleins de pitié. C'était de la peur et du respect pur et sincère. La lionne était de retour dans la troupe. Épilogue. Le bal n'était pas la fin, c'était son commencement. La famille Duplessis a été ruinée au matin, et Maxime Laurent attendait un avenir. Non pas dans un Penthouse, mais dans une prison à sécurité maximale. Son nom a été rayé des listes de la chronique mondaine pour toujours. Camille a donné à Paris la leçon la plus chère. Ne confondez jamais une femme silencieuse avec une femme faible. Parfois, la souris dont vous riez n'est qu'une lionne masquée, attendant le moment de pousser son rugissement. Que pensez-vous de la vengeance de Camille? A-t-elle été trop dure ou Maximé? Victoire ont-ils reçu exactement ce qu'ils méritaient? Écrivez-le dans les commentaires. Si vous avez aimé ce drame, mettez un j'aime et partagez la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Voulez-vous voir comment Camille de Chaligny bâtit son empire en reprenant son véritable pouvoir?